est bien évidemment de savoir si c'est une contrainte ou plutôt un choix d'avenir. Alors, nous avons l'objectif de répondre à cette question à travers le témoignage de nos invités qui, eux, ont fait le choix de répondre à cette question par une posture beaucoup plus proactive. Et vous comprendrez dans le détail ce que je viens de vous énoncer. De toute façon, vous les connaissez déjà. Olivier Flambard, qui est le directeur général d'EDF. Tu dois lever la main parce que... Il est d'une extrême discrétion, vous l'aurez compris, mais il a accepté de venir partager ce moment avec nous. Jean-Rémy Villageois, qui est le président du directoire du Grand Port Maritime de la Martinique, tu devrais lever la main également. Là, on ne fait pas mieux en matière de discrétion. Beaucoup parmi vous peuvent en témoigner, mais je vous rassure, c'est quelqu'un d'extrêmement sympa. Cédric Der, alors lui c'est le petit nouveau. Comme tu es connu de personne, il faut que tu lèves la main. Voilà. Qui est le directeur général d'une entreprise extrêmement innovatrice qui s'appelle Gazdom, c'est bien ça? Voilà. Et il vous dira de manière très précise ce qu'ils font dans la vie. Et puis j'ai le bonheur d'avoir remplacé Philippe Guy par Olivier Cotta, qui est le nouveau directeur de la SARA. Vous avez remarqué qu'il a levé la main sans que je le lui demande, parce que lui sait qu'il a un problème de notoriété. Mais c'est fini. Parce que là, vous êtes passé à la télé, vous avez devant vous ce qui se fait de mieux en matière d'entrepreneuriat, donc ça devrait aller. Très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'ai évidemment le bonheur d'avoir à vous interroger. Personne ici n'a plus de 85 ans, donc je pense que ça va être plus facile. Mais je dois tenir en 1 heure, ce qui est beaucoup plus long que ce que j'ai eu à faire au cours des dernières heures. Alors, messieurs, je vais vous demander, en vous repassant probablement mon micro, sauf si on m'en donne un autre, je vais vous demander de vous présenter et surtout de présenter votre établissement, parce que nous avons dans la salle des gens qui viennent de débarquer en Martinique et qui ont besoin d'un certain nombre d'identifications précises sur vos activités. Alors on va faire le tour de table à l'envers. Olivier, je suis désolé, hein, mais je vais vous demander, à la place de Philippe Guy, mais bon ça, vous êtes super bien briefé, de nous présenter l'organisme dont vous avez pris, c'est ça? Non, dont vous allez prendre le 1er juillet, donc dans quelques jours, la tête. Je vous écoute. Prenez le mien. Bon, vous m'entendez? Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bon, bah, écoutez, d'abord je voudrais présenter les excuses de Philippe Guy en son nom. Il a eu une urgence de dernière minute, il aurait souhaité être parmi nous, mais il m'a demandé de le remplacer au pied levé. Donc remplacer, c'est un bien grand mot. Je vais essayer de combler le vide qu'il va laisser, mais je ferai de mon mieux. Donc je suis Olivier Cotta, je suis arrivé tout fraîchement en Martinique, mi-avril, et je suis appelé à succéder à Philippe Guy le 1er juillet de cette année, donc dans quelques jours. Bon, SARA, pour ceux qui ne connaîtraient pas, SARA est un fournisseur et le fournisseur de solutions énergétiques, essentiellement carburant, des Antilles et de la Guyane. SARA est inséré ou a tenté de s'insérer au sein des territoires, et notamment de la Martinique, puisque la raffinerie est implantée en Martinique. Et bien évidemment, lorsque Philippe Guy, notamment, est arrivé en 2015, il a très vite réalisé, il le savait déjà, qu'il allait se passer quelque chose, que le monde changeait et qu'il fallait en même temps que la raffinerie continue à assurer ses services en termes, ou d'honorer ses services en termes de livraison de carburant, qu'il fallait préparer autre chose et donc à commencer à anticiper sur les énergies nouvelles. On va les appeler ainsi. Voilà. Donc je crois que j'ai fini pour ce tour, à moins qu'il y ait des questions.
Le même marche, ouais. Alors moi, Cédric Der, je suis très content d'être là ce soir pour la simple et bonne raison que je suis ancien lauréat, membre et maintenant administrateur. Donc c'est super. Donc lauréat en 2015 et me voici entouré des grands noms de l'industrie locale, c'est bien. Donc je suis le directeur de la société Gazdom, comme Eddy l'a dit. La société Gazdom, c'est une société industrielle qui a été créée en 2015, qui est maintenant présente en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Nous sommes fabricants et distributeurs de gaz industriels et de réfrigérants. Alors, ce ne sont pas des gaz très connus du grand public, ça n'a rien à voir avec les gaz domestiques. Ce sont essentiellement des gaz alimentaires. Donc, par exemple, c'est la petite bulle dans la bouteille de bière Lorraine. C'est de l'azote, c'est de l'oxygène, de l'acétylène, de l'argon, de l'hélium pour les ballons. Les réfrigérants dans les clims que vous pouvez avoir au-dessus de votre tête. Et puis une nouvelle molécule, pas nouvelle dans le monde, mais nouvelle en Martinique, l'hydrogène. Voilà. Donc, je suis là pour parler de transition énergétique. Très bien. Monsieur Villageois. Surtout pour pouvoir échanger donc, sur ce sujet complexe mais extrêmement exigeant. Alors le port de Martinique, on traite la quasi-totalité des échanges avec l'extérieur, en tout cas en masse. On compte en masse en général, c'est 95%, donc c'est quand même beaucoup. Et les bonnes années, quand il y a de la croisière et que les gens circulent entre les îles, c'est la moitié des visiteurs. Donc on a tendance à dire, voilà, c'est la quasi-totalité des marchandises, c'est la moitié des visiteurs de l'île. Donc c'est vous donner l'importance du port vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi et surtout vis-à-vis du territoire dans lequel il s'insère. Parce que le rôle essentiel du port, c'est de servir son territoire. Et je pense que la crise qu'on a vécue l'an dernier et les crises qu'on sera amené à vivre nous confortent dans cette idée que le rôle vraiment essentiel, si le reste doit s'arrêter, le port, lui, doit continuer à fonctionner. Et c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on est engagé dans cette transition énergétique qui, pour nous, est une nécessité absolue. Voilà. Merci Jean-Rémy. Olivier. Bonsoir à tous, ravi d'être là ce soir à cette table ronde et puis également comme nouvel administrateur de réseau. EDF, je pense que je n'ai pas besoin de présenter EDF, si ce n'est de dire que, comme vous le savez, dans les ZNI, dans les zones non interconnectées, l'organisation du secteur de l'électricité est un peu différente qu'en métropole, hein, c'est-à-dire qu'ici, EDF en Martinique assure toutes les missions autour de la chaîne de valeur électricité, une partie de la production, le transport, la distribution, la commercialisation, l'efficacité énergétique, etc. Transition énergétique oblige, donc on partage de plus en plus la place avec plaisir à d'autres acteurs dans le domaine de la production, qui est le seul segment qui n'est pas en monopole. Et aujourd'hui, ça se sait pas forcément, mais on est 1000. À l'heure où on parle, à peu près 1150 producteurs d'électricité en Martinique, puisqu'il y a de plus en plus de producteurs photovoltaïques. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc c'est à peu près 600 salariés qui vous assurent ce service au quotidien. Olivier, merci beaucoup. Alors je ne sais pas si vous nous entendez correctement. Ça grésille un peu, mais ça devrait aller. Alors, j'ai tenté de travailler sur une documentation lié à la question de la transition énergétique. Ça fait à peu près une quarantaine de cartons d'une cinquantaine d'ouvrages. Donc j'ai laissé tomber très rapidement. Et l'essentiel, et je pense qu'aucun de mes invités ne pourra me démentir, l'essentiel c'est que vous puissiez, ce que je vais vous demander à chacun de vous, d'abord nous dire ce que vous entendez, quelle est votre conception de ce fameux gros mot qui est la transition énergétique. J'ai passé quelques coups de fil à des chefs d'entreprise qui m'ont dit, alors ça a commencé par bof, je dois, dans ce lieu un peu particulier, je dois de m'exprimer librement. Bon,
entre guillemets, c'est chiant, c'est compliqué et c'est cher. Ok? Alors Olivier, on va commencer par toi. Ta vision de la transition énergétique, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que ça veut dire, ou en tout cas la définition que toi tu en as? Donc la transition énergétique, c'est arriver à délivrer une énergie neutre en carbone et du coup à décarboner notre économie. Donc sur nos territoires jusqu'en 2019, la plupart du pétrole qui était importé servait à être mis dans des moteurs pour produire de l'électricité. Le transport venait en deuxième position. Depuis 2019, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on importe aujourd'hui plus de pétrole en Martinique pour mettre dans les voitures, les camions, que pour alimenter les centrales de production d'électricité. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des centrales photovoltaïques, il y a des éoliennes, il y a de la biomasse. Donc, on commence à décarboner la production d'électricité, hein, puisque 75%, 25% de l'électricité aujourd'hui est produite à partir d'énergies renouvelables. On commence à décarboner l'usage qui consomme le plus de pétrole, c'est la mobilité. Avec la mobilité électrique, on n'en est qu'au début. Et puis, eh bien, comme vous le savez, l'électricité, l'énergie qui est la moins émettrice de CO2, c'est évidemment celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est le troisième pilier de la transition énergétique. Donc c'est tout ce qui est efficacité énergétique, que ce soit à travers des investissements qui permettent de moins consommer, de l'éclairage performant, de l'isolation, des chauffe-eau solaires ou des process industriels plus économes. Voilà les trois piliers de la transition énergétique pour nous: l'efficacité énergétique pour consommer le moins possible, convertir les moyens de production vers des moyens neutres en CO2 et développer la mobilité électrique. Alors ici, c'est ce que permet l'électricité verte, c'est de décarboner des usages. Alors en métropole, on décarbone aussi le chauffage, c'est pas le cas ici, mais on doit décarboner des usages comme la mobilité. Alors on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Tu vas nous expliquer ce que concrètement vous faites à EDF pour passer à cette transition énergétique. Cédric, toi, c'est quoi ta définition de la transition? Parce que toi, tu la pratiques, mais j'ai bien l'impression que dans un élan de générosité, tu aimerais bien convaincre tout le monde de passer à la transition. Alors je préfère te prévenir, ils ne sont pas du tout convaincus. Bon, c'est pas gagné. C'est pas chiant la transition, au contraire. C'est une formidable opportunité. Il faut prendre ça pas comme une contrainte, mais une opportunité. Je pense qu'on n'a plus à convaincre les gens qu'il faut changer les choses. On va au-devant d'une catastrophe climatique, donc il faut quand même qu'on change nos habitudes. Donc en dehors des habitudes personnelles, il y a les habitudes des industriels et des entreprises. Il faut, comme disait Olivier, décarboner nos habitudes. L'Europe a pour objectif de décarboner totalement ses habitudes en 2050. L'Europe a aussi imposé la fin des véhicules thermiques en 2040. Donc tout ça, il faut que les chefs d'entreprise se mettent en tête qu'il faut, pour peu qu'on s'y intéresse, la transition énergétique, c'est une formidable opportunité pour nous, Zedeni, qui plus est Zedeni, par rapport à nos dépendances, de bondir sur cette vague et d'en profiter. Alors nous, on va parler d'hydrogène tout à l'heure, mais je pense que c'est indispensable et il faut que tout le monde en ait conscience et que c'est loin d'être embêtant, mais c'est plutôt passionnant. Olivier, entre guillemets, un truc comme la Sarah, qui est l'archétype, aujourd'hui, si on s'en tient à ces métiers traditionnels, l'archétype de la non-transition énergétique, en fait, dans la conception traditionnelle, vous avez, malgré tout, une posture qui est loin d'être, qui s'éloigne totalement du classique, et vous passez à la transition énergétique. Alors d'abord, votre conception de la transition. Alors, je vais commencer par une chose, c'est que Sarah appartient à un actionnaire majoritaire qui s'appelle Ruby, dont le leitmotiv, c'est la volonté d'entreprendre et le choix de la responsabilité. Donc derrière ça, ça veut dire qu'on cherche des opportunités, on est responsable sur le plan sociétal. Donc on est bien conscient que de toute façon, la planète souffre et qu'il faut tous contribuer à faire quelque chose. Donc une fois que ceci est dit, on a essayé de définir 3 idées forces. En fait, la première, c'est que la transition énergétique, d'abord, il n'y a pas de solution miracle, on n'y croit pas. Ça, c'est la première des choses.
La deuxième chose, c'est qu'il faut pratiquer la politique des pas à pas. On ne va pas remplacer une énergie ou une source d'énergie ou une solution ou un vecteur énergétique par un autre. Il faut chercher de la complémentarité. Ne pas paniquer, parce que la politique de balancier, ça mène à des catastrophes et à des choix qui ne seront pas les bons. Et je rappelle que l'objectif, c'est vraiment préserver la planète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Sarah a cherché à comprendre et essaie de porter sa mission maintenant sur de l'économie circulaire et sur de la structuration de filières. Le troisième point, enfin, une fois qu'on a dit ça, on essaie de définir des critères décisionnels par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et très simple, en fait, c'est l'employabilité derrière ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut développer comme projet associé à Sarah pour qu'il y ait de l'emploi local. La deuxième chose à laquelle je pense, c'est du partenariat local essentiellement. Et la troisième chose, et surtout, c'est l'acceptabilité sociétale. Très bien. Alors, on va revenir sur un élément que vous avez mis en exergue, qui est le temps, la notion du temps. Parce que, bon, j'ai lu toutes vos docs. J'ai quand même noté que le charbon, ça avait pris 160 ans pour que le charbon représente la moitié de la production d'énergie. Le pétrole, ça avait pris 80 ans. Est-ce qu'on va prendre autant de temps avec les énergies renouvelables? Question joker. Jean-Rémy, empare-toi du micro. Ta définition de la transition énergétique, parce que je sais que a priori, quand on observe les activités d'un port, quand on pense au port de la Martinique, à brûle pour point comme ça, on a du mal à penser transition énergétique, et j'ai l'impression que ça fait quand même partie aujourd'hui de la réflexion générale sur le management de tes équipements. Oui, bien sûr. Je crois que au-delà de l'engagement que le port peut avoir, comme tous les autres ports, de lutter ou de s'adapter au changement climatique et donc de s'engager dans la transition énergétique, moi je vais vous donner une définition plutôt personnelle de comment je la vis au quotidien. J'aime pas trop le terme de transition, parce que vu du port, c'est plutôt brutal. C'est-à-dire que je fais la moitié de mon trafic, on fait 3 millions de tonnes à peu près chaque année. La moitié du trafic, c'est du trafic pétrolier. Nos trafics sont extrêmement stables, puisqu'on est un port insulaire. La population évolue assez peu, les flux sont plutôt réguliers. Il faut savoir que les flux pétroliers, dans les 4 dernières années, ils ont perdu 50%. Vous voyez, c'est majeur. C'est-à-dire que la moitié de mon trafic dépend du pétrole, qui a déjà perdu 50%. Et visiblement, vu ce que j'entends, ça va continuer. Voilà, je vous présente une victime de la transition énergétique. Alors, maintenant que j'ai pleuré sur des facteurs exogènes, la transition énergétique, pour moi, c'est... on a créé un service, on a embauché 5 personnes, des ingénieurs, E et S, des hommes et des femmes qui sont rentrés en Martinique, des gens qui sont bardés de diplômes, qui ont plein de connaissances. Quand ils discutent, je comprends que la moitié de ce qu'ils disent. Et c'est la moitié de mes investissements dans les 3 ans qui viennent. Donc c'est un vrai changement d'ADN. Il faut vraiment comprendre ça. Les instances portuaires sont souvent aux avant-postes, en fait. On est une espèce de vigie, c'est-à-dire qu'on est confronté, je dirais, au monde extérieur, on voit ce qui se passe en termes d'observatoire, les flux entre la Chine, l'Europe, les États-Unis, etc. Et on a quand même les 2 pieds bien ancrés dans le territoire où on s'insère, dans la Martinique, donc ça donne une position assez intéressante. Et je peux vous dire que la transition énergétique, pour nous, c'est vraiment c'est des évolutions très brutales. Et en clair, soit on joue, soit on s'implique, soit on subit. Et le choix qu'on a fait, bien évidemment, c'est de s'impliquer. C'est pour ça que je suis là ce soir. Très bien. J'ai presque envie de pousser le bouchon un peu loin. C'est soit vivre, soit disparaître, c'est ça? Il va pas oser. Hein. Bah, oui, malheureusement, c'est un peu ça. Les acteurs qui sont
aux interfaces, comme les ports ou les zones de transition, soit ils s'intègrent et ils jouent le jeu, soit ils vont disparaître. Tu nous expliqueras dans le détail comment... Alors, j'ai envie tout de suite de passer à la présentation de vos expériences. Olivier, on imagine que celui qui nous conseille d'éteindre l'ampoule dans les pièces non utilisées, celui qui nous conseille de couper la clim quand on n'est pas dans la pièce, celui qui nous conseille globalement de réduire notre consommation, doit être l'exemple parfait, doit nous donner l'exemple. Alors comment s'intègre la transition énergétique chez toi? Alors, peut-être commencer effectivement par le premier pilier de la transition énergétique, c'est donc réduire nos dépenses. Et tous les efforts en matière d'efficacité énergétique qui sont faits sur le territoire fait que la consommation d'électricité en Martinique baisse de 1% chaque année. Alors, il y a la baisse démographique qui aide également, bien évidemment, et qui pèse pour beaucoup dans la baisse de la conso. Je dirais que s'il n'y avait pas tous ces efforts collectifs des particuliers, des entreprises et des collectivités locales pour s'engager dans les économies d'énergie, on aurait évidemment une croissance de la consommation, et ça sera d'autant plus vrai avec l'arrivée de nouveaux usages comme la mobilité électrique. Donc toute l'efficacité énergétique qui se développe pèse de façon très significative sur la trajectoire baissière, et qui va continuer à baisser de la conso d'électricité. Alors pour vous, chef d'entreprise... Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a du mal à le quantifier, à l'évaluer, qu'est-ce que ça représenterait si tout le monde se remettait à consommer comme... si on effaçait les économies d'énergie, ça représenterait quoi en termes de capacité de production, par exemple? Alors, rien que l'année dernière, qui a été une année record en matière d'économie d'énergie, c'est 35 gigawattheures d'économie économisée, ce qui représente 9 jours de consommation en Martinique. C'est comme si pendant 9 jours, toute la Martinique n'avait pas consommé un seul kilowattheure. Donc c'est quand même très significatif. Et il faut savoir, et là je m'adresse à des chefs d'entreprise qui, au-delà évidemment de l'engagement en matière de la transition énergétique, ont des intérêts économiques, c'est 100 millions d'euros qui sont mis à disposition des acteurs économiques, des acteurs en Martinique, à peu près un tiers pour les particuliers, un tiers pour les clients les plus précaires et un tiers pour les entreprises et les collectivités locales. Donc vous avez fait le calcul, 33 millions d'euros sur 5 ans pour cofinancer tout un tas d'opérations, isoler vos bâtiments, remplacer vos vieilles clims par des clims performantes, passer à la LED, passer à des moteurs à vitesse variable dans vos process, etc., etc. Voilà, donc je pense que vous êtes bien informés de ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes efficacité énergétique qui pourront vous faire des audits et des diagnostics précis chez vous pour vous aider à faire des économies. Donc, l'efficacité énergétique. Ensuite, c'est la mobilité électrique. C'est quelque chose de très nouveau, puisqu'on doit avoir un peu moins de 1000 véhicules électriques en Martinique aujourd'hui. Par contre, on est sur un taux de croissance de 100%. Et puis bientôt il n'y aura plus de véhicules thermiques qui seront mis à la vente, c'est pas pour tout de suite. Donc c'est particulièrement important dans nos économies et dans nos contextes insulaires de développer la mobilité électrique, mais pas n'importe comment, parce que si vous rechargez vos véhicules électriques aux mauvaises heures de la journée, à 19h, quand l'électricité est produite quasiment exclusivement à partir de pétrole, c'est pas très vertueux. En revanche, si vous branchez vos véhicules électriques en journée, quand on a massivement de l'énergie solaire injectée sur le réseau, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Et pour ça, on recommande l'installation de bornes intelligentes. Ce sont des bornes qui sont connectées à notre système et qui envoient un signal 0 ou 1 selon que on est sur les bonnes heures ou les mauvaises heures pour recharger son véhicule. Et la bonne nouvelle, c'est que ces bornes intelligentes sont subventionnées. Si vous équipez vos flottes, pensez bien aux bornes avec le label Advenir, des bornes qui seront donc en partie subventionnées et qui surtout permettront de faire de la mobilité électrique vertueuse.
Et puis, qui nous demandait si on est exemplaire. Donc le groupe EDF a évidemment décidé de basculer 100% de sa flotte légère à l'électrique d'ici 2030. Et dans les territoires qui sont soumis à des cyclones, on va se limiter à 70% parce qu'en cas d'aléas et de situations compliquées, il faut quand même pouvoir se déplacer. Voilà. Donc chez nous, c'est déjà une vingtaine de véhicules électriques et à terme, ça sera à peu près 130 véhicules électriques d'ici 2030. J'ai pas envie de faire de la provoque, mais est-ce que c'est vrai que moins on consomme, moins vous perdez d'argent? Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre facture d'électricité, c'est à peu près un empilement de 1/3 pour les coûts de production et de commercialisation, 1/3 pour les coûts d'acheminement et 1/3 de taxes. Et dans cette taxe, il y a la fameuse CSPE qui permet de garantir la péréquation tarifaire, c'est-à-dire de payer la même électricité partout où on se situe en France. Et vous savez que dans les zones non interconnectées, l'électricité coûte 4 fois plus cher à produire qu'en métropole. Donc effectivement, moins on consomme, moins on perd d'argent. Mais quand je dis on, c'est la collectivité, c'est nous tous, puisque in fine, tout ça se retrouve sur les factures et il faut équilibrer tout ça. C'est 10 milliards d'euros. Hein. La CSPE, c'est 10 milliards d'euros inscrits au budget de l'État et qui permet de financer la péréquation tarifaire, de compenser ces surcoûts de production, de compenser toutes les aides à l'efficacité énergétique. Et quand j'ai dit ça, vous allez comprendre pourquoi on peut vous donner 100 millions d'euros sur 5 ans pour financer l'efficacité énergétique. Parce qu'à chaque fois que un client consomme 1 MWh, eh bien, on perd à peu près 200 euros de surcoût. Et donc, si ce mégawattheure économisé l'est en vous donnant 100 euros de prime, la collectivité a gagné 100 euros. Voilà. Donc c'est le principe sous-jacent. Très bien, je vais faire quand même une pointe d'humour. Donc là, vous avez une victime de la transition énergétique. Et là, vous avez une des rares entreprises au monde qui incite ses consommateurs à ne pas acheter trop de son produit. C'est bien ça? J'ai résumé. Bon, très bien. On va aller lâcher quelqu'un qui devient complètement fou quand on prononce le mot hydrogène. Cédric Drey, va vous expliquer ce qui lui est arrivé en découvrant une molécule, c'est bien ça? En fait, une molécule qui n'existe pas vraiment. Alors, si. Bon, alors, je vais parler d'hydrogène, parce que c'est le sujet. Bon, il y a aussi mon voisin qui va devenir fou aussi, parce que la Sarah sont très en avance sur ce sujet. L'hydrogène, pour ceux qui connaissent, c'est l'élément 1 du tableau périodique que vous avez appris à l'école. Cet hydrogène... Très mauvais souvenir, très mauvais souvenir. Mais non, tout en haut à gauche, là. C'est la molécule la plus répandue dans l'univers. Et pour info, ça représente 10% de la masse du corps humain, l'hydrogène. Bon, alors l'hydrogène, on ne la trouve pas à l'état moléculaire sur la Terre, on la trouve toujours associée à d'autres molécules. Donc on parle de H2S, on entend beaucoup parler avec les sargasses, NH3, NH4. Et puis, il y a un truc magique, c'est H2O. Donc là, vous avez un demi-litre d'eau. Avec un demi-litre d'eau, vous pouvez fabriquer, avec l'électrolyse, environ 25 grammes d'hydrogène. Comment? Simplement avec de l'énergie et de l'eau. Ce qui veut dire qu'en Martinique, on a une formidable opportunité, puisqu'on a de l'eau, on a des ENR, de fabriquer localement un vecteur d'énergie. Alors ce vecteur d'énergie, il est magique, puisque avec 1 kg d'hydrogène que vous injectez dans un véhicule, vous faites 100 km en rejetant uniquement des gouttelettes d'eau. Voilà. Donc cette molécule, et c'est ça où j'essaie de faire passer comme message, c'est pour la Martinique une formidable opportunité d'avoir localement un écosystème qu'il faut mettre en place en termes de formation, en termes d'usage, en termes de flotte, en termes de production. EDF est très en amont là-dessus, la Sarah aussi, le Grand Port y réfléchit. En Martinique, il y a une multitude d'usages pour l'hydrogène. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant parce que ce vecteur énergétique, c'est un des atouts de la transition énergétique qu'on peut avoir localement en déployant
cet écosystème. Et là où je me tourne vers toi, Eddy, c'est que cet écosystème ne peut pas être mis en place sans un appui fort des collectivités. Oui, c'est bien toi. Donc on s'est aperçu dans les multiples candidats de la CTM que les 3/4 ont nommé l'hydrogène dans leur programme. Enfin, j'y suis pour rien, c'est peut-être toi qui as fait du lobbying, du vrai lobbying. Mais c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la future gouvernance de l'île, il y a quand même quelques mots-clés qui apparaissent, notamment dans la transition énergétique. Ils parlent tous de transition énergétique dans leur programme. Et puis il y a le mot hydrogène qui apparaît. Voilà, donc c'est un bon début et puis on y travaille. Vous pouvez l'applaudir parce qu'au début, il n'y avait pas hydrogène. En fait. Alors, ce qui m'intéresse, Cédric, c'est que tu puisses traduire ça pour des chefs d'entreprise. Je veux dire, déjà, tu vas nous répondre à la question, tu l'as très bien indiqué, on fait de l'hydrogène à partir de l'eau plus de l'énergie. Donc, cette énergie-là, il faut déjà la produire. Tu vas nous dire comment. Et puis derrière, à quoi ça sert et comment des chefs d'entreprise peuvent, eux, utiliser cet hydrogène, dans quel secteur, sur quels produits. Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, dans le monde, est produit à 90% à partir de sources carbonées. Donc, nous, on va parler d'hydrogène vert. Et je laisserai après mon voisin en parler un peu plus. L'hydrogène vert, c'est quoi? C'est de l'hydrogène qui est produite à partir d'électrolyse de l'eau. Donc, le H2O, on va séparer le H et l'eau avec de l'énergie. Donc cette énergie, il faut qu'elle soit verte, donc ce sont des ENR. Donc là, il y a des énergéticiens autour de la table. Donc on va la casser, on va la récupérer, on va la comprimer et on va l'utiliser pour deux types d'usages. Le premier usage, c'est le stockage. Aujourd'hui, l'énergie peut être stockée que sous deux formes, soit sous batterie, soit sous hydrogène. Donc le stockage, d'un côté. L'autre, c'est pour décarboner la mobilité. Aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure que l'Europe veut atteindre la neutralité carbone en 2050. En 2040, vous ne pourrez plus acheter de véhicules thermiques. Donc vous allez essentiellement rouler en véhicule électrique. Un véhicule électrique, aujourd'hui, vous avez deux types de familles de véhicules. Vous avez les véhicules légers, la trottinette, le scooter, le véhicule, la citadine, et puis vous avez les véhicules lourds, les poids lourds, les engins TP, les avions, les bateaux, les trains, etc. Donc le deuxième usage de l'hydrogène, c'est la mobilité, décarboner la mobilité. Ce n'est ni plus ni moins qu'un véhicule électrique. Ceux qui avoir des batteries, vous avez un réservoir à hydrogène. Donc moi, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise aujourd'hui qui y a dans cette salle en disant, écoutez, vous avez, que vous vouliez ou non, vous avez l'obligation d'aller vers cette transition énergétique. Il y a des solutions, il y a un écosystème qu'on peut créer localement. Et demain, si vous avez des flottes de poids lourds, de bus, d'engins TP, je pense au TCSP, voilà un bon exemple. Le TCSP, on pourrait le faire rouler à l'hydrogène. La navette fluviale de Fort-de-France, on pourrait la faire naviguer à l'hydrogène. Des bateaux qu'on pourrait faire naviguer à l'hydrogène. Les bus de transport, de Martinique Transport, on pourrait les faire rouler à l'hydrogène. Et tous les engins lourds, à partir du moment où le ratio puissance-batterie n'est plus acceptable, on peut remplacer par l'hydrogène. Voilà. Donc c'est une formidable molécule qui est accessible. Bon, je fais des raccourcis, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air, mais c'est à notre portée. Voilà. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certains pays, il existe déjà des entreprises qui ont basculé, moi je pense à un truc tout simple, le chariot élévateur à l'hydrogène, ça existe déjà? Figure-toi que depuis 2014, l'ensemble des centres logistiques d'IKEA roulent avec des chariots élévateurs à l'hydrogène. Depuis 2014, bon, les Suédois sont très en amont, ce type d'usage. En Californie, c'est là où on trouve le plus grand nombre de stations hydrogène au monde. Le Japon a annoncé cette semaine qu'il voulait orienter 100% de leur décarbonation vers de l'hydrogène, le Japon. Donc il y a quand même des moyens lourds en place. La France a quand même débloqué 7 milliards d'euros pour développer la filière, l'Allemagne 9, le Portugal 7, enfin ce sont des milliards qui sont à notre portée, et nous sur notre île, on a pour une fois l'occasion de produire localement un vecteur d'énergie, relativement facilement. Relativement, j'entends. Oui. Si la casse de Séguineau est réparée, par exemple, oui, plus facilement. Non, je plaisante. Je m'adresse cette fois-là à l'autre Olivier. Alors, Sarah, transition énergétique, qu'est-ce que vous faites? Alors Sarah, transition énergétique, oui. Je vais commencer déjà, vous en avez entendu parler, j'ai parlé de politique de pas à pas, que tout ne se ferait pas du jour au lendemain. Oui, il est évident qu'on va évoluer
vers d'autres modes de transport, par exemple, puisque mon voisin parlait de mobilité, et on va reparler, je suis tout à fait d'accord, hein, l'avenir c'est probablement l'hydrogène, et notamment pour la mobilité lourde. Juste un petit quiz, juste pour compléter. Aujourd'hui, dans la mobilité lourde, les 2 secteurs qui consomment le plus d'hydrogène, est-ce que vous savez ce que c'est? Après le choc culturel qu'on vient d'avoir, à mon avis... Alors, vous avez les transports en commun, bien entendu, qui se développent très vite, mais il y en a un deuxième auquel on ne pense pas et qui fait fureur, c'est un vrai boom en ce moment, c'est les camions poubelles. Les bennes à ordures. Oui, tout le monde se rue sur des camions à poubelles qui roulent à l'hydrogène. Parce qu'un camion à poubelle, ben, ça émet des tas de rejets, ça sent pas bon, c'est pénible, c'est bruyant le matin. Bon, ben, ça marche et il y a un taux de croissance stupéfiant dans ce domaine. Alors pour revenir à la question, on profite, et bien évidemment, la décarbonation, on commence par réfléchir à la décarbonation de notre cœur de métier, bien entendu. Aujourd'hui, on a une raffinerie, par exemple, on essaie de faire en sorte qu'elle émette le moins de CO2 possible. Hein, il y a un énorme projet au cœur de la raffinerie, parce que la raffinerie ne va pas disparaître. On va continuer à fournir ce qu'on a toujours su fournir. Et à côté de cela, eh ben, il faut être capable de compenser ou de penser à d'autres moyens. Et on a notamment, au cours des 5 dernières années, on a embauché 50 personnes uniquement dédiées aux énergies nouvelles. Hein, on a échangé, on a signé énormément de partenariats. On est persuadé également que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont de formidables pépinières, hein, parce qu'on a en gros des environnements clos qui nous permettent vraiment d'étudier ce qui va se passer. Donc on a vraiment, encore une fois, je vais parler d'opportunités et pas de risques. On a quelque chose de formidable à faire. Sarah a construit une pile à combustible, donc hydrogène, récupère l'hydrogène. Alors ce n'est pas de l'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène bleu, mais c'est de l'hydrogène qui est produit sur la raffinerie à perte. Donc au lieu de jeter cet hydrogène, on la récupère. On a construit une pile qui est une première mondiale, une pile de 1 MW, et qui va démarrer. On a été ralenti à cause des effets de la Covid, puisqu'on devait avoir les constructeurs canadiens qui devaient venir nous aider à la démarrer, qui sont restés chez eux, qui n'ont pas pu venir, mais qui devraient arriver d'ici la fin de l'année. Donc voilà un exemple, hein, d'opportunité et d'exemplarité, d'exemple qu'on peut montrer au niveau de la Martinique notamment. Très bien, merci Olivier. Jean-Rémy, c'est à toi de nous dire concrètement ce que tu fais en matière de transition énergétique. Tu nous as mis l'eau à la bouche, mais c'est quoi la contrainte sur un port? Quelle est la contrainte qui te pousse à développer la transition énergétique? Et comment? On est contraint, comme toute entreprise, hein, par nos clients qui évoluent. Et donc, nos clients maritimes sont engagés dans une marche forcée en décarbonation. Voilà, donc la décarbonation du trafic maritime, elle est engagée, c'est quelque chose d'absolument majeur, qui va se faire par étapes. Il y a quelques années, les navires brûlaient ce qu'on appelle du HFO, donc du Heavy Fuel Oil, qui produisait des choses pas très sympas pour l'environnement. Et donc, début de l'année 2020, ils sont passés à il y a des normes, hein, de rejet beaucoup plus basses, qui sont donc mondiales. Donc ça, ils ont divisé par 7 les émissions. Et dans les ports, on doit encore diviser par 3. Et en allant encore plus loin, on va vers l'utilisation du gasoil. Le gasoil, c'est extrêmement coûteux. Et donc, nos clients vont passer sur des solutions énergétiques assez radicales. Utilisation de gaz, utilisation de piles à combustible quand c'est possible. Ça veut dire que ça change, mais complètement notre environnement. Et donc, les ports vont devoir s'adapter. Et donc on va devoir leur fournir maintenant de l'énergie. C'est-à-dire qu'avant, un bateau venait et déchargeait des boîtes ou des gens. Demain, il va venir se pluguer, il faudra lui fournir du courant. Ça n'existait pas il y a 10 ans.
En fait, quand ils accostent, ils éteignent leur moteur, en fait, c'est ça? Ils le font de plus en plus. Ils le font là où c'est possible. C'est-à-dire que là où il y a des prises de quai, les bateaux arrêtent les moteurs et ils passent au courant de quai. Parce que c'est plus intéressant. C'est-à-dire que les ports qui disposent de courant de quai vont pouvoir attirer des bateaux qui sont plus vertueux, plus propres, plus modernes. Donc tu changes de métier, en fait. Tu changes de métier, tu deviens fournisseur d'électricité. Alors, on doit développer de nouveaux services, soit qui sont produits par le port, soit par d'autres, puisqu'on est relié, nous, au territoire. Jamais on pourra produire assez d'énergie pour un bateau. Mais en clair, notre métier va changer. C'est-à-dire qu'au lieu de décharger des bateaux ou de permettre à des gens de descendre, on va connecter les navires au courant. Alors, comme on est en zone non interconnectée et qu'on produit encore une énergie horriblement carbonée, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait assez stupide, en fait, d'arrêter les moteurs et de connecter les bateaux, parce que l'énergie, elle est quand même encore produite par des moteurs diesel. Et donc, il y a une marche forcée vers la production d'énergie renouvelable. Et donc, pour pouvoir jouer dans la cour de la décarbonation du trafic maritime, il va falloir installer ici de plus en plus de ENR. Donc on va devoir mettre des panneaux photovoltaïques, des choses comme ça. Et ça devient intéressant quand le mix il est à peu près à 50%. Donc le challenge, c'est de monter, d'aller vers la transition énergétique du territoire de façon à pouvoir être dans le monde. C'est très intéressant. Enfin, c'est un sacré challenge quand même, hein, parce que je présume qu'un bateau, prenons un bateau de croisière qui balade 5000 personnes, il a besoin d'une puissance électrique considérable. Oui, c'est une ville. Ouais. Très mauvaise nouvelle pour Olivier, évidemment. Quand tu vas lui dire j'ai 5 bateaux qui arrivent, il va réfléchir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir équiper ton port d'installation de production électrique? Oui, c'est ce que je disais. Il faut soit on joue, soit on disparaît. Et donc, pour pouvoir fournir ces nouveaux services qui sont demandés et des fois même exigés, il ne suffit pas de simplement tirer un câble et avec une prise, il va falloir installer des ENR. Donc on va devoir installer des panneaux photovoltaïques à proximité ou sur le port. Et ça, c'est un challenge supplémentaire pour notre île. Donc ça, c'est nouveau. Les zones continentales ont moins ce problème, puisqu'ils produisent déjà un courant faiblement carboné, puisqu'ils ont du nucléaire. Ouais. Et nous, on n'a pas du nucléaire, donc heureusement, on va devoir faire ça. Heureusement pour nous, peut-être. Voilà, donc ce sont vraiment des opportunités. Le champ est très très ouvert, aussi bien en termes de solutions, hydrogène, gaz, etc., qu'en termes de volume. Et ça, c'est une révolution. C'est quelque chose auquel on n'était absolument pas préparé il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc voilà, c'est quelque chose que je voulais faire sentir aux entrepreneurs, c'est qu'on a devant nous quelque chose de totalement différent. Il faut jouer, quoi. Donc ça va être passionnant. Alors Olivier, merci Jean-Rémy. Olivier, j'ai quand même noté que tu faisais preuve d'une prudence et d'une pudeur absolue, parce que tu ne nous as pas parlé du changement du carburant que tu vas mettre dans tes moteurs. Et là, il y a une vraie révolution. Parce que ceux qui s'imaginent que ça va être encore du fuel, ils ont tout faux apparemment. Alors effectivement, on a parlé de décarbonation de la mobilité, avec l'électricité pour les véhicules légers, avec l'hydrogène pour les véhicules lourds, pour les bateaux à quai. On a parlé de l'efficacité énergétique. Et puis il faut aussi parler du troisième pilier qui est comment notre mix énergétique il devient lui-même vert. Donc en l'espace de quelques années, on a franchi une première étape assez rapidement, puisqu'on est maintenant à 25% d'électricité renouvelable dans le mixte. Alors ça, on le doit essentiellement au photovoltaïque et à la mise en service de la centrale biomasse solide du Galion, et puis l'éolien qui démarre. Alors comment on passe de 25% d'énergie renouvelable à 100%?
Alors, il y a évidemment plusieurs façons de le faire, et ça sera à la nouvelle équipe à la tête de la région de définir sa feuille de route énergétique à travers la rédaction de ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y aura des vrais choix politiques à faire. Nous, on sera évidemment là pour faire des recommandations. Donc il y a le photovoltaïque qui se développe très très fort. Juste pour vous donner un chiffre, il y a 1100 installations photovoltaïques aujourd'hui raccordées au réseau, et il a fallu 15 ans pour en arriver là. Actuellement, c'est 500 demandes de raccordement chaque année auxquelles on doit faire face. Donc le photovoltaïque est sur une croissance extrêmement forte. Il y a l'éolien qui se développe. Après Grèce 1 à Grand-Rivière, il y a 2 autres gros projets 2 x 12 MW qui vont démarrer là, au mois de juillet-août. Donc l'éolien va continuer à se développer dans le Nord-Atlantique. Et puis après, on peut aller très très vite vers du 100%. L'île de la Réunion a fait ce choix, puisque la région vient de valider sa PPE, sa programmation plurielle de l'énergie, et a fait effectivement le choix de convertir ces centrales thermiques, à la biomasse. Donc Albioma a décidé de convertir ses centrales charbon à la biomasse solide, donc en gros c'est des pellets de bois, et EDF a fait le choix de convertir sa centrale de Port-Est, qui fonctionne aujourd'hui au fioul lourd, en mettant à la place des biocarburants produits à partir de colza. Donc en 2024, l'île de la Réunion peut afficher 100% d'énergie renouvelable, et donc ça change quand même énormément la donne par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer, que ce soit sur la mobilité électrique, la mobilité des bateaux, etc. En Martinique, on peut faire la même chose. Donc on a déjà de la biomasse solide au galion, et on peut de la même façon, au lieu d'importer du fioul, importer de la biomasse liquide. Donc c'est des biocarburants produits à partir de colza. Il n'y a quasiment aucune adaptation à faire au niveau de la centrale. On a exactement les mêmes performances, on a beaucoup moins de rejets, notamment de poussière. Et c'est surtout très vertueux, parce que pourquoi on fait pousser du colza en métropole? C'est pour récupérer la partie solide, c'est ce qu'on appelle le tourteau de colza qu'on donne aux animaux. Par contre, la partie liquide n'est pas utilisée. Donc en gros, on valorise un byproduct non utilisé pour alimenter des moteurs, ce qui n'est évidemment pas idiot. Donc en Martinique aussi, très vite, d'ici quelques années, on peut arriver vers du 100% ENR. Ce qui n'empêchera pas de continuer à développer d'autres filières, la géothermie, l'hydraulique, le solaire, l'éolien. Enfin, l'objectif, c'est à terme de se passer même du colza. Absolument. Très bien. Messieurs, merci. Vous ne partez pas, puisque nous allons, pour le quart d'heure qui nous reste, dialoguer avec vous. Je présume que vous avez des tonnes de questions à leur poser. Moi, j'en ai, de toute façon. Si vous êtes sec, j'en ai quelques-unes. Donc, on va passer dans la salle avec un micro. Enfin, je vais me dévouer. Je peux? Je me dévoue, d'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Ne bougez pas. J'ai une question sur la biomasse. La biomasse, c'est intéressant si on arrive à la produire localement. Je crois qu'Albioma ne se nourrit pas localement. Est-ce que vous pensez qu'en cible, on aura suffisamment on saura produire localement finalement la biomasse que vous allez utiliser pour compléter votre mix énergétique? Alors, si on parle de la biomasse solide, Albioma serait évidemment mieux placé que moi pour répondre. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que c'est à peu près 10% de biomasse locale et 90% de biomasse importée, qu'il y a pas mal d'initiatives pour essayer de valoriser tous les résidus de bois issus de l'élagage ou issus des palettes de bois ou de la construction pour booster un petit peu cette part locale. Après, il faut rester objectif. On n'arrivera pas à 100% de production locale. Après, pour la partie biomasse liquide, là aussi, je ne pense pas qu'on ait suffisamment de terres cultivables et puis suffisamment de débouchés pour
construire une usine de production de biocarburants. Donc ça sera probablement importé. Mais là aussi, quand on regarde les économies de CO2 émis, c'est bien l'ensemble du cycle de vie qui est considéré et qui est pris en compte, que ce soit ce qu'on met dans le tracteur pour la production de la plante, évidemment la partie transport et puis la partie finale dans les usines. Oui, moi j'ai une question pour Olivier Flambard aussi. On sait que l'énergie photovoltaïque et éolienne, le principal inconvénient, c'est que c'est une production intermittente d'énergie et que, de ce fait, on ne peut pas se passer d'un outil de production permanent d'énergie. Ce n'est peut-être pas le cas de la géothermie. En tout cas, j'aimerais bien t'entendre parler de cette technique-là et de l'état des projets, s'il y en a, et des contraintes qui existeraient à développer la géothermie en Martinique. Alors effectivement, notre métier, il est en train de se transformer à vitesse grand V. Avant, c'était très facile. On avait 2 centrales, une à Bellefontaine, une à Pointe-des-Carrières. Quand on avait besoin d'électricité, on appelait le chef de car pour monter un petit peu, baisser un petit peu, allumer un moteur, arrêter un moteur. C'était 100% prévisible et dispatchable. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on n'a plus 2 installations de production, on en a 1150 et ça va aller qu'en augmentant. Et puis en plus, non seulement elles sont diffuses, mais comme tu l'as dit, elles sont aléatoires et intermittentes. Et puis ce que les gens savent moins, c'est qu'elles sont aussi, alors c'est un peu barbare, elles apportent moins d'inertie électromécanique au réseau. C'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, c'était des gros alternateurs qui tournaient. Donc c'est plusieurs tonnes qui tournent à la fréquence de 50 Hz. Et donc quand il y a un incident sur le réseau, un incident sur un moyen de production, eh bien l'inertie mécanique de ces alternateurs qui ne s'arrêtent pas tout de suite, eh bien fait que la fréquence ne s'écroule pas. Le photovoltaïque, l'éolien n'apporte pas d'inertie au réseau. Donc on a des moyens qui sont de moins en moins dispatchables, aléatoires, intermittents, de plus en plus diffus et qui n'amènent pas d'inertie. Donc c'est une véritable révolution technique pour nous, pour assurer à l'arrivée toujours la même qualité et la même sûreté au système électrique. Donc c'est pour ça que la transition énergétique coûte très cher. Déjà parce que les énergies renouvelables coûtent globalement assez cher, mais c'est parce qu'on doit construire des réseaux qui coûtent cher et on doit investir dans des nouveaux outils qui n'existaient pas. Donc ce sont des nouveaux outils pour stocker l'électricité sous forme électrochimique. Donc c'est des grosses batteries. On vient d'en mettre une en service au Lamentin et un investisseur AQO, pour ne pas le nommer, en met également une en service. Donc on aura bientôt en Martinique, d'ici la fin de l'année, 2 grosses batteries de stockage sous forme électrochimique. Il y a un projet de stockage sous forme hydraulique du côté de Saint-Pierre. Il y a des projets de stockage sous forme hydrogène. Cédric en a parlé. Donc on doit investir dans des moyens de stockage de l'électricité. Du stockage extrêmement rapide, puisque quand là, par exemple, il y a un gros couvert nuageux qui arrive et que la production photovoltaïque décroche, il faut pouvoir réagir en quelques centièmes de seconde. Et pour ça, il n'y a que des batteries qui savent pour l'instant réagir en quelques centièmes de seconde. Mais de plus en plus, on va devoir aussi avoir des moyens de stockage infrajournaliers, puisque le solaire, vous comprenez bien qu'il produit un maximum, en gros c'est une gaussienne, mais ça produit le maximum à midi, mais la pointe, elle est le soir entre 18 et 21 heures, et donc il va falloir faire du transfert de production, donc en gros produire aux heures où il y a beaucoup de soleil, le stocker et le transférer sur la pointe du soir. Donc il va falloir avoir aussi des moyens de stockage qui ont des échelles de temps plus longues. Et puis il va falloir investir dans ce qu'on appelle des volants d'inertie. Ça peut paraître paradoxal, mais donc on va consommer de l'électricité pour faire tourner des énormes volants de plusieurs tonnes pour apporter la stabilité que les anciens alternateurs de nos moteurs apportaient. Voilà. Donc on doit investir dans les réseaux, on doit investir dans ces nouveaux outils de flexibilité. Et puis, ce qui va nous aider, effectivement, c'est des sources
alternatives qui ne sont pas encore présentes. Donc c'est la géothermie. Il y a un projet aux Anses d'Arlay, qui devrait être autour de 5 à 10 mégawatts. C'est pas énorme, mais c'est toujours intéressant, d'autant plus que là, c'est des machines tournantes, donc qui amènent de l'inertie. Il y aura un petit peu d'hydraulique. Il y a un appel à projet qui vient d'être lancé pour construire au moins 2 mini-centrales hydrauliques qui devraient faire à peu près 2 mégawatts. Donc voilà, on voit que les sources d'énergie vont se diversifier et on aura besoin vraiment de saturer toutes les pistes possibles pour avoir un mix le plus résilient possible. Autre question? Alors moi j'en ai une, qui s'adresse à l'ensemble de nos invités. Les chefs d'entreprise sont concernés principalement sur des éléments structurants en termes de mobilité. On est bien d'accord que tous ceux qui ont des flottes vont devoir passer très rapidement à l'électrique ou à l'hydrogène. Mais bon, j'ai bien compris que l'hydrogène, ce n'est pas une forme d'énergie, c'est une ressource pour produire de l'énergie, c'est bien ça, la nuance. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels ils vont être impactés au-delà de la mobilité? Oui. Juste un témoignage côté portuaire. Donc, côté mobilité, nous aujourd'hui, on a 60% de la flotte qui est passée en électrique. C'était plutôt facile puisque nos véhicules sont plutôt utilisés sur du terrain plat. Donc voilà, on a fait la partie la plus simple. Une partie qui est plus compliquée, mais qui apporte beaucoup plus de gains, c'est de revoir tout ce qui est drive électrique, donc de passer de moteur à continuer à passer à de la vitesse variable. Donc sur tous les process industriels, Olivier en parlait tout à l'heure. Donc nous on l'a expérimenté et ça présente des gains très importants en termes d'économie d'énergie, mais aussi en termes de souplesse de conduite. C'est-à-dire que quand vous pilotez une grue en vitesse variable, c'est beaucoup plus souple, ça consomme moins, il n'y a pas d'à-coups, et donc vous avez une meilleure performance opérationnelle. On est allé jusqu'à supprimer les primes de rendement qu'on servait au personnel, parce qu'au lieu d'aller chercher en fait des pics de performance sur des demi-heures, on s'est rendu compte que voilà, en travaillant sur un shift classique, le rendement était bien meilleur, on abîmait moins le matériel et on consommait moins d'énergie. Et le troisième sujet, là ça dépend, c'est sur si vous avez de grandes surfaces. On est passé en 100% LED sur le port, donc on est un méchant consommateur. Hein. La facture d'EDF, c'est 1 million d'euros sur le port. Donc une grande partie, c'est de l'éclairage. Et donc on est passé en LED avec des aides. Et là aussi, les gains, c'est à peu près 30% sans faire aucun effort, parce qu'il suffit de passer une commande, de les installer. Et donc voilà, il n'y a pas de risque techno là-dessus. Il y en a plus sur les drives, mais il y a un gain au niveau voilà, de la souplesse de fonctionnement. Donc je pense qu'une chaîne de production a intérêt à aller là-dedans. Voilà mon témoignage. Olivier, oui, un complément. Un complément. Oui. Donc Jean-Rémy a bien illustré ce que vous pouvez gagner, et retenez ce chiffre d'une trentaine de millions d'euros sur 5 ans pour les entreprises et les collectivités locales. Donc ça, on va dire, c'est le volet incitatif. Après, pour tous ceux dans la salle qui ont un abonnement au tarif bleu plus ou au tarif vert, vous ne l'avez peut-être pas encore vu arriver, mais il y a des choses qui sont un peu plus coercitifs et qui ont été... alors ça ne vient pas de nous, c'est le ministère de l'énergie et la commission de régulation de l'énergie qui a mis en place pour les tarifs bleu plus et pour les tarifs verts ce qu'on appelle le tarif transition énergétique. Alors, je ne sais pas si vous avez tous ça en tête. Je sens un tarif transition énergétique, c'est quoi? Je sens une mauvaise nouvelle. Le ministère de l'énergie s'est dit que pour inciter les gros consommateurs, les électro-intensifs, à consommer au bon moment, c'est-à-dire aux heures où on va avoir plutôt de la production verte, plutôt que de consommer aux heures où il y a plutôt de la production thermique, eh bien, ils ont modifié les barèmes et les tarifs d'électricité en fonction des heures de la journée. Et donc, vous aurez un tarif beaucoup moins cher
en gros à midi qu'à 19h. Donc pour l'instant, la conversion de ces contrats se fait au fur et à mesure, mais au plus tard en 2024, ils se rappliqueront à tous. Donc là, on voit bien le volet incitatif avec des aides pour modifier ces process et se caler aux bonnes heures de la journée et pour consommer le moins possible, et puis ce volet un peu plus, on va dire, automatique qui va arriver en 2024. Voilà, donc efficacité énergétique, tarifs, mobilité, et puis après vous avez tous des... Là je vais militer pour un Solaris qui est dans la salle, mais vous avez tous des toitures sur vos bâtiments industriels qui peuvent être équipés en panneaux solaires. Cherche toiture désespérément. Olivier, est-ce que vous pouvez me... Voilà. Oui, juste pour compléter ta question, je crois que c'est toute la chaîne de valeur qui va être impactée de toute façon, hein. Je vous engage, peut-être que vous l'avez déjà vu, il y a un document qui a été très bien rédigé par l'ADEME et qui explique un peu la répartition et les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur toute la chaîne. On parle de scope 1, 2, 3, voire 4. On commence à parler de scope 4. Donc je vous incite à aller le voir puisque ça commence par vos fournisseurs. Vous avez forcément un engagement vis-à-vis de vos fournisseurs de leur demander de réduire leurs émissions. Ce que vous faites au niveau de la production, de votre production également, de quelle manière vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre. Et ainsi de suite. Ça va en aval, donc ça impacte vos déchets également, donc c'est toute la chaîne qui est impactée, effectivement. Mais encore une fois, comme je le disais plus tôt, il faut plutôt le voir comme une opportunité que comme un risque. Oui, question. Bonsoir, merci pour toutes ces infos. On voit beaucoup d'innovations technologiques, mais je pense que ça s'accompagne aussi d'un besoin en formation, en moyens humains. Est-ce qu'il y a, pour toutes ces filières qui se lancent, est-ce qu'il y a une pensée autour de ça, des formations locales, ce genre de choses? Merci pour ta question. Entre lauréats, on va se comprendre. En fait, je vais parler de la filière hydrogène, puisque c'est une filière qui est assez novatrice ici. Et une filière dans un écosystème, sur une ZNI, ça engendre aussi beaucoup d'emplois. La France a estimé que la filière hydrogène, c'est 150 000 emplois sur 100 métiers. Ce qui serait l'idéal, ça serait, on cherche, les politiques cherchent des moyens pour faire revenir nos jeunes ingénieurs ou nos jeunes techniciens. Là, on leur offre une filière à développer localement. Et ça va sous-entendre plein de métiers. Des métiers pour la mobilité, des métiers pour l'entretien, la maintenance, la mise en place, la transformation, la production, etc., etc. Donc oui, toutes ces filières, qui sont des filières nouvelles, hein, comme je rebondis sur ce que disaient Jean-Rémy et les deux Olivier, ce sont des filières où on va créer de la nouvelle valeur ajoutée. Et à cette valeur ajoutée, il faudra des ressources. Et ces ressources, ça serait l'idéal qu'elles soient locales. Et j'espère, encore une fois, il n'y a pas de politicien dans la salle, mais qu'il faudrait quand même initier, revoir un peu en fond les formations locales. Déjà, moi, alors je parle pour mon cas à titre industriel, en tant qu'industriel, j'ai du mal à recruter localement, beaucoup de mal. Alors en plus, si on met en place des filières nouvelles, c'est peut-être l'occasion justement de réfléchir, de penser à de nouvelles sources et de nouveaux cursus de formation localement. Bien sûr, ça serait l'idéal. Oui, je voudrais juste rebondir là-dessus. Effectivement, encore une fois, il y a de formidables opportunités. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait recruté 50 personnes dans notre pôle énergie nouvelle. Ces 50 personnes, pour la grande majorité, sont issues des Antilles et de la Guyane. Et on travaille en partenariat, ça a été le deuxième élément dont j'ai parlé plus tôt. Partenariat avec l'Université de Martinique, partenariat avec l'Université de Guadeloupe, partenariat avec l'Université de Guyane également. Et on travaille sur les sargasses avec eux, sur comment éliminer ou utiliser la chlordécone. Du côté de la Guyane, puisqu'il faut penser à la Guyane également, on travaille sur la production de biométhane à partir d'algues locales. Donc il y a énormément d'opportunités, notamment pour les jeunes, et beaucoup de métiers qui s'ouvrent là. Olivier? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé techno, mais on peut parler un peu économie. Donc c'est vrai que la transition énergétique, c'est notamment
Par les temps qui courent, on parle beaucoup de plan de relance. La transition énergétique, c'est une vraie filière en croissance, avec énormément d'investissements, beaucoup d'emplois à la clé. L'efficacité énergétique, hein, juste pour vous donner un chiffre, c'est 130 partenaires Agir Plus. Hein, donc les partenaires d'EDF qui posent de l'isolation, qui posent du chauffe-eau solaire, etc. Donc 130 entreprises locales, c'est donc plusieurs centaines d'emplois. La construction des nouveaux moyens de production ENR, la construction de réseaux, c'est plusieurs centaines de millions d'euros dans les 5 ans qui viennent. Rien que pour EDF, c'est 80 millions d'euros d'investissement dans les 5 ans, pour la plupart attribués à des entreprises locales. Donc effectivement, il y a une grosse bouffée d'oxygène pour l'économie locale apportée par la transition énergétique. Très bien. Alors l'autre caractéristique majeure de cet événement, c'est que non seulement il commence en avance, mais il finit pile à l'heure. Donc on tient nos délais. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez féliciter nos intervenants? Olivier, Cédric, Jean-Rémy et Olivier, félicitations.